Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, coopération parlementaire, arrivée du président du Parlement arabe pour une visite de travail. Toujours dans l'actualité nationale, arrivée au port d'IMP des lots d'équipements destinés au projet éolien de Goubette. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne, progression très nette du Covid-19 en Europe. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, s'est déplacé tôt ce matin dans la chef-lieu de la région de Dobok afin de procéder à la cérémonie de remise des clés des 100 logements sociaux construits par la fondation IOG dans le cadre de son programme d'intervention intitulé « Droit au logement » qui prévoit la construction, rappelons-le, de logements dans les régions. Côté gouvernement, la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, le ministre de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelkader Moussa, accompagnaient le Premier ministre. À noter aussi la présence du directeur de la fondation IOG, Mahmoud Ali, du chef de cabinet du Premier ministre, Ali Silaï, du directeur de l'urbanisme, Habib Ibrahim, ainsi que de hauts cadres de la primature et des ministères concernés. M. Abdelkader Kamel Mohamed et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail, ainsi que les députés et les élus locaux de la région. La réalisation et les perspectives dans le secteur du logement découlent de la politique du président de la République, M. Ismail Merguil, et qui a ici au rang de priorité nationale la programmation des constructions de logements sociaux dans les régions pour y faciliter l'accession de leurs habitants à un logement décent. Les clés de 100 logements sociaux dont l'encadrement et le suivi seront assurés par la Fondation et ont été remises aux mains propres par le Premier ministre aux autorités locales de Dobok. Le Premier ministre a visité les logements sociaux et rappelons-le, les réalisations de ces perspectives dans le secteur du logement découlent de la politique du chef de l'État qui a ici au rang de priorité nationale la programmation et des constructions des logements sociaux dans la région pour y faciliter l'accession à leurs habitants à un logement décent. Eh bien, le Premier ministre a profité de son déplacement pour se rendre aussi à Soubalali, vérifier l'état d'avancement des travaux de raccordement en haut de la ville de Caillou, inspecter l'avancement des travaux du terrain de football du stade Omnisport Dobok. Visite éclair aussi du chef chantier de la future pêcherie, laquelle sera constituée entre autres une chambre froide et une fabrique de glace. Enfin, en marge de la visite, la délégation et l'équipe technique du département de l'urbanisme a été mandatée à se rendre dans le secteur situé entre Hougef, Rasbir, pour identifier le site du futur chantier naval. Par ailleurs, après la visite de Soublali, au programme de ces déplacements du Premier ministre figurait aussi une réunion tenue au siège du conseil régional de Bok entre la délégation du Premier ministre et les sages de la région pour parler, là encore, des tenants et aboutissants du programme de logement, mais également de développement territorial, facteur de paix, de stabilité et de développement. Le Premier ministre et les sages se sont accordés pour affirmer haut et fort que la sécurité est la condition sine qua non pour la construction d'un avenir de paix et de développement. Retour à Djibouti où, à la tête d'une délégation de haut niveau, le président du Parlement arabe, Adel Abdurrahman Al-Azoumi, est arrivé cet après-midi à Djibouti pour une visite de travail de plusieurs jours.
La visite fait suite à l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Djibouti, M. Mohamed Al-Ahmed, et intervient afin de soutenir et de mobiliser l'action arabe commune. Il a été reçu à l'aéroport international de Djibouti par le président de l'Assemblée nationale et son adjoint El Psiouaès, en outre du conseiller du président pour les affaires du monde arabe, Ali Adnan, ainsi que de nombreux parlementaires. Les présidents de deux institutions parlementaires ont eu de courtes discussions dans le salon d'honneur de l'aéroport, à travers lesquelles ils ont passé en revue les bonnes relations qui existent entre le Parlement djiboutien et le Parlement arabe. Après ce bref entretien, le président du Parlement arabe a accordé une interview à la chaîne nationale dans laquelle il a évoqué les objectifs de sa visite. À cet égard, M. Adel Abdurrahman a exprimé son grand plaisir de visiter la République de Djibouti, soulignant que cela contribuerait à renforcer l'action arabe conjointe. Il a indiqué que les deux parties concluraient un certain nombre d'accords qui répondront à l'aspiration du peuple djiboutien, en affirmant sa disposition de soutenir les efforts du Parlement djiboutien dans divers domaines. Eh bien, pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, a exprimé sa satisfaction de la visite du président du Parlement arabe à Djibouti, ce qui témoigne, a-t-il dit, de son intérêt à promouvoir et développer l'action arabe commune. Écoutons-le. La présence aujourd'hui confirme les bonnes relations que Djibouti entretient avec les pays de la Ligue arabe. Donc, comme vous le savez, Djibouti est très actif dans la région de la Corne d'Afrique et sur le continent africain, mais aussi, comme nous sommes membres de la Ligue arabe, nous sommes aussi très actifs dans la Ligue arabe aussi. Donc aujourd'hui, cette visite va renforcer les relations que nous disposons déjà avec le Parlement arabe. Et sa visite va renforcer et nous permettra donc de travailler main dans la main avec le Parlement arabe pour mettre en défi et pour mettre notre pays pour honorer notre pays dans les institutions internationales. Donc encore une fois, je tiens à remercier le président du Parlement arabe d'être parmi nous aujourd'hui, et c'est une fierté, c'est un honneur pour la République de Djibouti. Je le remercie infiniment. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu cet après-midi à bord d'un bateau du 9e escadron de l'infanterie maritime de la Marine nationale de la République islamique du Pakistan, mouillant au large de Djibouti. Le président était accompagné de M. Shahzad Abbas, ambassadeur de la République islamique du Pakistan à Djibouti, les officiels pakistanais en visite de travail à Djibouti, les officiers des forces armées djiboutiennes, de la marine et de la garde-côte, dont le colonel Waas Omar Bokhoré, ainsi que des parlementaires qui ont accompagné le président lors de la visite du bateau de la 9e escadron de la marine nationale pakistanaise. Cette visite intervient au moment où des millions d'hommes d'affaires et sénateurs pakistanais sont en mission dans notre pays. Une visite qui s'inscrit dans le rapprochement des liens d'amitié séculaires qui lient les deux peuples frères de Djibouti et du Pakistan qui ont partagé des valeurs communes. Autre actualité, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, a présidé la réunion de lancement du comité de pilotage du fonds de secours pour le soutien aux très petites et moyennes entreprises. Ce fonds, avec arrêt 2020, en date du 9 août 2020, est doté de 10 millions de dollars et fait partie de l'arsenal du pacte national solidaire adopté au Conseil des ministres. Le TPME éligibles à ce fonds vont bénéficier des subventions prévues dans le respect des critères et des procédures mises en place. Le comité de pilotage et le bureau de l'administration du fonds de secours
et de solidarité communiqueront plus amplement sur les critères éligibles des procédures. Ces fonds, rappelons-le, de secours et de solidarité constituent une réponse parmi d'autres pour atténuer les impacts de la pandémie. Écoutons le ministre de l'Économie et des Finances. Un plaisir de pouvoir lancer aujourd'hui le comité national chargé de répondre aux conséquences de cette crise, de cette pandémie du Covid, et en particulier les conséquences sur les très petites, micro et très petites entreprises djiboutiennes, qu'elles soient formelles ou informelles. Comme on le sait, il y a quelques mois de cela, dans le plan national de solidarité, une fois adopté en Conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions claires pour que nous puissions venir en aide à cette population qui vivait de leurs efforts quotidiens, qu'ils soient un petit entrepreneur, un auto-entrepreneur, des différentes activités ou de différents secteurs qui ont tout perdu du jour au lendemain. Donc, il fallait les recenser, ça a été très difficile. Il fallait savoir quelles étaient les conséquences de cette pandémie, faire une enquête. Ce n'est pas toujours des gens qui exercent leur métier dans des endroits précis. D'autant plus que c'était difficile de pouvoir les toucher à travers des numéros de téléphone. Donc il y a eu tellement de difficultés. Nous avons pensé utile à ce que désormais, dans des cas pareils, quand il y a des pandémies ou des crises de cette ampleur, j'espère qu'il n'y aura pas, on prie Dieu, que nous ayons au moins un minimum de données, des bases de données, pour pouvoir leur venir en aide, pour savoir exactement comment ils ont été touchés. Nous avons mobilisé des ressources du budget national, mais également des ressources avec nos amis, et ici en particulier avec la Banque africaine de développement. Donc nous avons une somme conséquente que nous souhaitons vraiment, pour laquelle nous souhaitons apporter un soutien immédiat une fois que les derniers détails seront définis. Et c'est pour cela que donc le comité, que ce soit du secteur privé, mais également du secteur public, nous sont réunis aujourd'hui. Et nous espérons que le travail de ce comité donnera ses fruits au plus tard d'ici une semaine. Énergie à présent, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali-Guedi, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une importante délégation indienne conduite par l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, M. Ashok Kumar. Celle-ci était composée du directeur général de la National Thermal Power Corporation, une entreprise publique, Narendra Mohan Gupta, et de son directeur au développement international. Ces chefs d'entreprise effectuent cette visite pour explorer les possibilités de coopération et les opportunités d'affaires dans le secteur de l'énergie à Djibouti. Après avoir remercié le ministre pour son accueil, Narendra Mohan Gupta a présenté les capacités tant techniques que financières dans son entreprise qui, a-t-il dit, dispose du développement d'un projet solaire de 50 MW ou d'un avantage avec un système de stockage de l'énergie par batterie. Autre actualité, une réunion de travail de la Commission nationale chargée de l'introduction et le déploiement des vaccins Covid-19 s'est tenue ce matin. La dite commission est présidée par le Dr Ahmed Roble. Elle est composée de médecins et d'experts nationaux. Au cours de cette réunion de travail, le coordinateur du programme élargi de vaccination et point focal national pour l'initiative Gavi, Dr Abdurrahman Boursier, a exposé les différentes étapes déjà franchies et les réalisations exécutées plutôt par son département en vue de l'acquisition des vaccins contre le Covid-19.
Les débats des différents experts de santé publique et les chercheurs ont été fructueux. Cette commission nationale a été mise en place fin décembre 2020 pour préparer le pays à recevoir le vaccin Covid, mais également en vue de son déploiement. La principale mission de la commission est de produire une stratégie nationale pour la vaccination du Covid, élaborer un plan de déploiement et de logistique du vaccin Covid et enfin un plan de communication. Tout à fait autre chose, un navire transportant plusieurs lots d'équipements et matériel est arrivé au port aujourd'hui de DMP. Ce lot composé de mâts, nacelles, pales, entre autres, constituait la partie la plus importante des matériels pour la mise en marche du projet et seront acheminés sur une période de quelques semaines. À noter qu'en raison de difficultés et de la perturbation causée par le Covid-19, l'arrivée et l'acheminement des équipements avaient pris quelques retards. Ces projets s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du président de la République pour une transition énergétique 100% verte, ainsi qu'en 2015, le gouvernement a approuvé en Conseil des ministres la libéralisation de la production afin de promouvoir les investissements privés dans ce secteur ô combien important pour le développement économique et social de Djibouti. Développé par l'expertise Siemens Gamesa en charge de la production des équipements et constructions, ce projet ouvre la voie pour une indépendance énergétique et garantira la disponibilité de l'énergie par coût. Dans une brève intervention, Samatar Mohamed, ingénieur éolien, le chef projet à Grid Horn et coordinateur principal de la logistique, a précisé que l'arrivée de ces équipements marque une étape importante dans la réalisation du projet et sera livré d'ici novembre. Il faut que vous sachiez que ces projets, en fait, pour réaliser un tel projet envergure que celui-ci, ça prend 5 à 10 ans. C'est-à-dire il y a plusieurs phases, de la phase de prospection, développement et réalisation. Et après 20 ou 25 ans, il y aura démantèlement. Donc on a dans le temps. C'est-à-dire à partir de si, je ne sais pas si c'était 2015 que le président a libéré la libéralisation du secteur d'énergie. Donc c'était en 2016 qu'on a commencé à faire les études. Et c'était le directeur de l'EDD qui a souligné, qui a fait l'étude. Et par contre, ces projets, le directeur de l'autorité de port avait pris ses décisions de s'engager et de réaliser ces projets. Donc c'était en 2017 que ça a commencé entre différents partenaires investisseurs. Et en 2018, ils ont signé le partenariat commissioning. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour la phase de réalisation. Donc toutes ces turbines-là, il faut que vous sachiez, on va implanter un hectare de 395 hectares à Goubet. C'est le seul centre idéal qu'on peut implanter un parc éolien qui a un minimum de vent 5 mètres par seconde. Donc dans ces cas-là, en fait, le projet il est en 42% réalisé. Donc les fondations sont déjà, les bétons sont déjà coulés. Donc on va bientôt les assembler, les matériels, et on va les monter. Et d'ici fin, Inch'Allah, novembre, tout sera mis en service. Et décembre, ça sera connecté avec les DD et sera en service. Et Inch'Allah, voilà. Autre actualité, dans le cadre des festivités du 20 ans, l'anniversaire de l'Université de Djibouti, l'Université de Djibouti a tenu ce matin au campus de Balbala une conférence sur les enjeux, les défis et les impacts du Big Data, s'inscrivant dans la continuité des travaux susceptibles de mettre en lumière les avancées enregistrées, les réalisations et les perspectives menées présidée par le président de l'université lui-même. La journée veut éclairer les enjeux et les impacts du Big Data et de l'intelligence artificielle, de la robotisation sur le secteur de la logistique ainsi que dans les entreprises. Une belle présentation courte et précise a été faite par l'expert national, également maître de conférences et chercheur. La méthodologie de l'intelligence artificielle afin de préserver et numériser les contes et traditions orales djiboutiennes pour un élan culturel plus prometteur. Autre actualité, le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'IGAD, Dr Workene Gebeyou, et le chef de la délégation européenne à Djibouti, l'ambassadeur Aïdan O'Hara, ont signé ce matin un accord de subvention visant à soutenir l'IGAD pour un projet de conservation transfrontalière Sud-Soudan-Éthiopie de la biodiversité dans le paysage Boma-Gambela. L'objectif global du projet est d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles et des populations du paysage de Boma-Gambela. Plus spécifiquement, le projet vise à établir une gestion transfrontalière collaborative
des aires protégées des interzones dans le paysage Boma-Gombela. Ces projets de conservation d'une valeur de 4,4 millions d'euros pour une durée de 60 mois visent à établir des systèmes de protocole pour la collaboration transfrontalière, le renforcement des capacités, la planification au niveau du paysage, la collaboration scientifique et le partage d'informations, l'application de la gestion de lois sur la faune et les interventions communes. L'IGAD sera en charge de la coordination mondiale de ces projets transfrontaliers, tandis que le Wildlife Conservation Society sera le partenaire de mise en œuvre. Dans son discours, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workene Gebeyu, a déclaré dans son discours que c'est un honneur de faire partie de ce projet, que ce projet est le dernier d'une longue série de partenariats, d'initiatives qui visent avec l'IGAD et l'Union européenne pour préserver tout ce qui est bon dans notre région et aussi de relever les défis auxquels nous sommes confrontés, a-t-il conclu en garantissant que l'IGAD assurera que ce projet aura un impact positif sur les moyens et long terme de substances et les communautés. Sport, pour clore l'actualité nationale, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction des CDC a organisé hier, à travers les centres de développement communautaire de la capitale, une journée sportive propre à la gente féminine qui a participé massivement à des rencontres amicales inter-CDC. C'est dans l'optique de promouvoir les activités sportives en faveur des jeunes filles que la direction des CDC a pris l'initiative de créer dorénavant une journée propre pour les jeunes filles dans les CDC afin de leur offrir un espace favorable à leur épanouissement. Et enfin, dans l'actualité internationale continentale, je vous dis dans le titre, les hôpitaux de Lagos sont débordés face à l'afflux des patients atteints de la Covid-19. Dans la capitale commerciale du Nigeria, le nombre de cas a considérablement augmenté depuis décembre dernier. Les personnes hospitalisées est à flux tendu. La deuxième vague de la pandémie a créé également une pénurie en oxygène liquide. Ce gaz médical est précieux pour aider à respirer les patients sévèrement touchés par le Covid-19. Rien qu'à Lagos, la demande est passée de 70 à 350 bouteilles par jour. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.